je ne parle pas bien anglais. Ça, c'est ce que je dis quand je veux m'excuser des erreurs que je peux faire ou alors tout simplement pour éviter de parler en anglais. Je suis professeure de français langue étrangère et j'enseigne 99% du temps en français et le contenu de mes vidéos est aussi 99% du temps, voire 99,9% du temps en français. Donc le français, c'est ma langue maternelle et je crois beaucoup en l'immersion. C'est la raison pour laquelle j'enseigne en français. J'ai fait le choix de proposer une immersion à mes élèves en leur parlant le plus possible en français et c'est également le cas avec mes vidéos. C'est aussi une bonne excuse pour ne pas parler anglais. Est-ce que je sais parler anglais? Oui, je pense. D'ailleurs, il y a un moment dans cette vidéo où je vais parler en anglais, donc si ça vous intéresse, restez. Vous pourrez me juger. Vous voyez, c'est ça le problème. J'ai peur d'être jugée. J'ai peur qu'on me dise « Ah, tu fais des erreurs quand tu parles en anglais » ou « Ah, ta prononciation, c'est... On sait que t'es française !» Je suis la première à rassurer les autres quand il ou elle parle en français, à dire « Mais non, t'inquiète pas, c'est pas grave si tu te trompes. C'est pas grave si ce mot n'est pas prononcé comme moi je le prononce. » J'essaye de rassurer au maximum en disant que faire des erreurs, c'est bien. Mais je ne l'applique pas à moi-même. Donc la phrase « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais » prend tout son sens. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon parcours, de mon expérience avec l'anglais. Vous allez voir que ce n'est pas toujours positif dans le but de vous montrer que c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des difficultés et même si j'enseigne une langue, je suis pas toujours très douée dans l'apprentissage moi-même, dans l'application des conseils que je peux donner. Donc là, je vais être vraiment honnête, vous pourrez me juger, encore une fois, c'est pas grave. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner. Pour commencer, je vais vous parler de l'apprentissage de l'anglais à l'école. Je vais vous parler de mon expérience, donc en tant que Française qui a appris l'anglais en France, à l'école, il y a pas mal d'années maintenant, parce que j'ai 29 ans, donc je suis certaine que ce n'est pas la même expérience pour tout le monde, que ça a changé depuis, qu'aujourd'hui c'est différent. Donc tout ça, c'est mon expérience. N'hésitez pas à partager la vôtre si vous êtes français et à dire si vous avez vécu la même chose ou si c'est différent pour vous. Et n'hésitez pas également si vous venez d'un autre pays à expliquer comment vous avez appris l'anglais, mais bien sûr aussi le français parce que c'est la même idée. Donc mon apprentissage de l'anglais a commencé en primaire, je pense que c'était en CE2, donc c'est la 3e année de la primaire. On a environ 8 ans. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ces cours parce que c'était vraiment une introduction, par exemple les couleurs. Ce dont je me souviens le plus, ce sont les cours du collège. Donc à partir de la 6e, c'est-à-dire qu'on a environ 11 ans, 11-12 ans à cette période-là, c'est là qu'on commence vraiment à travailler la langue avec des livres, avec des dialogues principalement. Vous savez, des petites bandes dessinées et puis vous devez recouvrir le texte, écouter un enregistrement et ensuite lire le texte. Je me souviens que c'était vraiment pas interactif, on était placés, on appelle ça en rang d'oignon, donc les tables vraiment en rang comme ça, il y avait pas beaucoup d'interaction entre les élèves et c'était principalement avec le livre, les enregistrements. Je me souviens d'un petit personnage, c'était un chien. Il s'appelait Scruffy et tout le temps, les personnages disaient « Stop it, Scruffy, stop it !» Donc c'était très similaire tout au long du collège et également tout au long du lycée. C'était vraiment pas beaucoup d'interactions et principalement du travail avec un livre, avec un manuel. Moi j'aimais bien l'anglais, j'ai toujours été intéressée et attirée par cette langue. J'ai toujours eu envie de l'apprendre et je pense que c'est surtout grâce ou à cause des chansons que j'écoutais beaucoup quand j'étais petite. Je pense que quand j'étais ado, c'était 99% des chansons que j'écoutais en anglais. C'était vraiment que en anglais. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais je pense que on est plus à 75% des chansons que j'écoute qui sont en anglais. À l'époque, j'étais fan de Hannah Montana et je suis toujours très fan de Miley. Du coup, j'écoute toujours les chansons. Je les écoutais énormément quand j'étais plus jeune et quand je pouvais comprendre un mot, un tout petit mot, quelque chose de très simple, ou si j'arrivais à comprendre une phrase dans la chanson, mais j'étais
J'étais trop contente et ça me donnait tellement envie de continuer, tellement envie d'apprendre plus de vocabulaire, de comprendre les structures, comment ça fonctionnait, les expressions utilisées dans les chansons. Donc je me disais, ok, ça m'intéresse et j'apprenais grâce aux chansons. Et au final, j'aimais bien les cours, j'aimais bien apprendre le vocabulaire encore une fois. J'apprenais mes leçons, j'apprenais les verbes irréguliers, chose que je n'ai pas faite en allemand. C'est une autre histoire. Ça me convenait très bien, mais le problème c'est que, comme vous le savez, c'est une langue vivante et une langue vivante doit être parlée. Et ça, c'était mon blocage déjà parce qu'à l'école, on n'était pas habitué à parler. Et en plus de ça, je n'étais pas du genre à vraiment participer en classe. C'est un autre sujet aussi. Donc au début, c'était plus par la musique et ensuite, il y a eu aussi les films et les séries que j'ai commencé à regarder en version originale et petit à petit, d'abord les sous-titres en français, ensuite les sous-titres en anglais et ensuite plus de sous-titres. Donc j'étais trop heureuse. À chaque étape, je me disais « Waouh, je suis capable de comprendre plein de choses, en fait. La compréhension est bonne. » Donc ça donnait un sentiment d'accomplissement, finalement. Ensuite, on va parler un peu de l'université. Donc il y a une petite différence entre l'école, l'apprentissage au collège et au lycée, et l'apprentissage à l'université. Donc quand j'ai commencé mes études à l'université, en licence sciences du langage, on était placé dans des groupes de niveau. Donc là où au collège-lycée, c'était toute la classe mélangée avec 35 élèves par classe, à l'université, on était plutôt 10, 15 maximum, et avec des groupes de niveau. Donc moi, j'étais dans un groupe avancé. J'étais contente. Là aussi, je me disais « Waouh, j'ai un bon niveau ! Trop bien !» Donc là, on visait plus l'expression orale, vraiment totalement différent du collège et du lycée. Et j'étais un peu plus à l'aise parce qu'on était en petits groupes. Donc c'était plus facile de parler, de s'exprimer. C'était pas quelque chose que j'aimais faire, vraiment, parce que j'aimais pas parler, même en français, hein, mais ça restait plus facile. Donc bien sûr, je faisais des erreurs, ma prononciation était loin d'être parfaite, mais c'était mieux quand même. Il y avait un changement et je me disais, waouh, j'aime encore plus la langue. C'était un peu comme ça tout au long de l'université, en tout cas de la licence. Et à la fin de ma première année de master, j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai décidé de passer au niveau supérieur dans mon apprentissage de l'anglais. Je suis partie pendant 1 mois en juillet 2016 aux États-Unis, à Los Angeles. Je voulais faire un séjour linguistique. Je voulais être en immersion totale et me dire « Ok, je suis seule, je ne parle pas extrêmement bien l'anglais, mais je peux me débrouiller quand même. Personne ne parlera français, ou très peu, donc je n'aurai pas le choix. C'est parfait pour moi. » C'était un défi, c'était un vrai défi. Et dans mes souvenirs, j'avais pas si peur que ça. J'étais motivée, j'avais trop envie d'y aller, vraiment. Bon, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu, parce que déjà, en arrivant, je logeais dans une résidence étudiante, on va dire, et l'idée, c'était que je devais être dans une chambre avec une autre personne qui n'était pas francophone, qui ne parlait pas ma langue. C'était l'objectif pour qu'on puisse communiquer en anglais. Parfait, hyper intelligent, j'ai dit, bien sûr, évidemment. Quelle ne fut pas ma surprise quand je suis arrivée dans la chambre et que la fille parle français. La fille était française. 2 Françaises dans la même chambre. On va pas parler en anglais, du coup. On aurait pu, mais ça aurait été un petit peu bizarre et bon, c'était pas l'objectif. Cette personne devait partir à la fin de la semaine, donc je me suis dit, ok, je peux tenir, c'est pas grave, c'est pas un problème. J'aurais perdu 1 semaine sur les 4 à parler en français dans la résidence, mais après je vais parler en anglais, pas de problème. Bon, la 2e semaine, en fait, il n'y a eu personne. J'étais seule, j'avais pas de nouvelles colocataires. Et autre problème, dans cette résidence, il y avait énormément de Français et de francophones. Énormément. Et même pendant les cours, parce que du coup, pendant ce séjour linguistique, j'avais des cours le matin d'anglais et l'après-midi était libre, donc on pouvait voyager, visiter, un peu appliquer vraiment en immersion ce qu'on apprenait en cours. Donc, dans les cours, les autres personnes, les autres élèves étaient principalement français ou francophones, encore une fois. Donc, dans un groupe de 10, on était peut-être 6 ou 7 français,
ce qui n'est pas grave, mais on retrouvait un peu l'idée de la France, de mes cours à la fac ou de mes cours au collège et au lycée, et bon, c'est dommage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai forcé. J'ai vraiment forcé pour, ok, rester un peu avec les Français, parce qu'ils étaient sympas, et voilà, mais pour essayer de discuter avec les autres personnes, donc les non-francophones. C'était vraiment mon objectif. Vraiment, j'ai forcé. J'ai forcé, j'ai gratté l'amitié, comme on dit. Et c'était très difficile pour moi parce que voilà, aller vers les autres et dire je veux parler en anglais avec toi, ok, c'est bon, tu m'aimes pas, tu vas m'aimer. Finalement, j'étais plutôt satisfaite, même si au début c'était bon difficile de démarrer en anglais. J'ai réussi à parler le plus possible, ce qui était possible en fait pour moi, de parler en anglais. Et j'ai beaucoup appris, j'ai pris vraiment confiance pendant ce mois aux États-Unis. C'était très cool. Et ça a été très bénéfique parce que quand je suis rentrée début août 2016, moins de 3 semaines après, je repartais. Et je partais en Irlande parce que avant de partir aux États-Unis, j'ai postulé pour un emploi en Irlande, un poste de lectrice dans une université. Donc je devais enseigner le français aux étudiants. Donc c'était sportif, hein. On rentre des États-Unis, on a quelques semaines pour se préparer, pas de logement, rien du tout. Je vous raconterai plus en détail cet épisode de l'Irlande si ça vous intéresse. Et ensuite, on part en Irlande. J'étais plus en confiance. Voilà, les États-Unis m'ont permis vraiment de déverrouiller beaucoup de choses à l'oral, principalement, et je me suis dit, ok, je suis prête. Donc en Irlande, comme j'enseignais le français et que l'objectif était réellement de faire parler les élèves et de discuter avec eux en français, j'étais à 90% du temps au travail en français. Il y avait les réunions où on parlait en anglais, mais j'étais pas très active, j'écoutais plus que je ne parlais. J'ai fait 3 colocations différentes en Irlande. Ça aussi, c'est une histoire intéressante. Ma première colocation, c'était avec une Française, donc là encore, à la maison, on parle en français. Je parlais très peu en anglais en Irlande. Voilà, juste à l'extérieur, en fait, dans les magasins, les choses comme ça, c'était assez limité. Ma deuxième colocation, il y avait une Française, une Irlandaise et une Allemande. Mais du coup, les 2 non francophones étaient très souvent absentes. Voilà, donc j'étais principalement avec l'autre Française, qui est mon amie, et donc il n'y a aucun souci, mais du coup, on parlait pas en anglais, évidemment, encore une fois, donc c'était très limité. Ma troisième colocation, il y avait une francophone, et il y avait ensuite une Irlandaise et une Américaine, donc il y avait un peu plus d'anglais, mais là, j'avais d'autres choses à faire, j'avais mon mémoire à cette époque, j'avais mon stage à gérer, donc j'étais vraiment plus dans le « ok, je dois travailler » plutôt que discuter. Donc, j'ai pas profité de cette opportunité pour parler en anglais. Donc là, je remets vraiment la faute sur l'environnement, hein. Je dis « ouais, mais je devais travailler en français, j'avais des colocs françaises ou j'avais pas le temps parce que je devais travailler sur autre chose. » Je remets vraiment la faute sur ce qui était autour de moi, mais je sais que au fond de moi, c'est aussi un peu de ma faute parce que je n'ai pas toujours fait l'effort de parler anglais. J'ai pas toujours fait cet effort par peur, encore une fois, d'être jugée, par peur de ne pas savoir communiquer, de pas y arriver, c'est tout. J'avais peur de paraître stupide et j'avais juste peur. C'est une forme d'anxiété linguistique, je pense, vraiment de se dire « ah, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je prononce un mot d'une mauvaise manière ?» Si j'utilise un mauvais verbe, mais c'est terrible. Non. Je pense qu'il y a aussi le fait que pour beaucoup de Français, si tu essayes de faire un effort quand tu parles en anglais, donc pas la prononciation à la française. Hello, thank you very much, I'm very happy to be here. Si tu essayes de faire une prononciation différente de celle-ci, il peut y avoir des Français qui vont dire « ah mais excuse-nous, tu fais trop la fille qui veut trop bien parler anglais, tu te crois supérieure, blablabla ». C'est arrivé à beaucoup de personnes, ça m'est déjà arrivé d'entendre ça. Alors que non, tu veux juste essayer en fait, même si c'est jamais parfait et que, ok, on peut entendre que tu es français ou que tu es française, tu veux essayer, tu veux faire un effort. Et quand tu fais cet effort-là, parfois, t'es un peu attaqué, pas par tout le monde, mais par certaines personnes. Donc, ça crée des blocages. Désolée, hein, ça crée des blocages. Et maintenant, du coup, donc je suis rentrée d'Irlande en 2018, et depuis 2018, je ne suis plus en immersion.
Donc l'anglais, en fait, je l'étudie entre guillemets grâce aux chansons que j'écoute toujours, aux choses que je regarde, des vidéos, etc. Je pense que j'ai une assez bonne compréhension, même s'il y a des moments où je suis perdue. Ça dépend de l'accent, ça dépend de ma fatigue aussi. Je pense qu'en général, globalement, je suis capable de comprendre pas mal de choses. Mais ma peur de parler prend toujours le dessus, ou presque toujours le dessus. Il y a des personnes avec qui je suis très à l'aise pour parler en anglais et il n'y a aucun souci. Et il y a d'autres personnes sans raison particulière, en tout cas je ne sais pas pourquoi, je vais être bloquée et me dire « je vais faire une erreur ». C'est trop triste, c'est hyper triste de se dire ça. Dans tous les cas, je suis consciente que mon anglais n'est pas parfait, n'est pas hyper avancé non plus. C'est assez basique et je peux exprimer des idées assez simples. Des expressions, je suis pas toujours capable de les employer, mais je peux communiquer, je pense. Donc en fait, quand j'arrive à parler avec quelqu'un en anglais, je me sens vraiment fière. Je me dis waouh, j'ai réussi et j'aimerais me sentir comme ça plus souvent, avoir moins ce blocage de parler la langue. C'est pour ça que je comprends quand vous me dites j'arrive pas à parler français. Je sais, mais j'arrive pas. Je comprends totalement. Et je pense que c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur soi déjà et la pratique de la langue qui va faire évoluer ça. Donc c'est pour ça que moi cette année j'ai vraiment envie de me dire je m'en fous, je vais parler en anglais, je vais trouver une personne avec qui discuter et puis voilà, je vais faire des erreurs mais je vais apprendre. C'est vraiment mon objectif, donc j'espère que c'est votre objectif aussi en français. J'ai plus envie d'avoir peur de tout et de me dire ok, je suis pas sûre de comment on dit ce mot et de vraiment vérifier des mots simples. Au fond de moi, je sais que j'ai le vocabulaire, mais je vérifie un peu comme en maths, vous savez, pendant les contrôles quand on vérifiait 2 plus 2. Attends, je vais quand même être sûre que c'est bien 2 plus 2 égale 4. Ouais, c'est bon, la calculatrice l'a dit. Là, parfois, c'est pareil. Avec le traducteur, je me dis, ok, attends, comment on dit un enfant? Je sais comment on dit un enfant. Mais je vais le vérifier pour dire, attends, parce que je veux pas paraître stupide. Est-ce que red, c'est rouge? Oui, bien sûr. Pourquoi tu vérifies? Pour être sûr, voilà. I really wanted to be honest with this video because I always tell my students and you guys that you have to try. You have to speak French. You have to make mistakes. Because it's part of learning a language. It's okay if we can hear an accent. It's okay if you mispronounce something. It's really amazing that you're able to reply to someone in French. I'm gonna try to listen to my own advice and say, okay, if someone wants to speak with me in English, I will do it, okay? Even if I'm scared of being judged, even if someone tells me, we know you're French because of your accent. This is my goal for 2024. This is my goal for this year. I really want to focus on that. If I have to speak in English, I will do it, but not in my classes. As I said earlier in the video, I really believe that you need to be surrounded by the language, the target language. I want to find someone to speak English with and be like, okay, I will make an effort. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur mon parcours, mon expérience, ma relation avec l'anglais. C'était surtout pour vous montrer que c'est pas facile et que je comprends quand vous me dites que c'est difficile pour vous de parler en français. Et j'essaye moi-même de l'appliquer en anglais. Donc c'est un processus qui prend du temps et il y a des hauts et des bas, comme vous avez pu le voir avec mon expérience. En tout cas, mon objectif avec mes vidéos et mes cours, c'est vraiment de vous donner tous les outils pour avoir cette confiance en vous. Donc je vais aussi l'appliquer à moi-même cette année. N'ayons pas peur de nous exprimer dans les langues que nous apprenons.